Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Loup Racine, je suis associé Boss to Boss et une feuille de service des chefs d'entreprise pour accélérer leur prise de décision. Bienvenue à notre deuxième Meetup Café du Boss, période Covid-19, et on vient de me dire que nous sommes, et vous êtes 195 inscrits. C'est un record. Lors de la première édition, il y a 10 jours, nous avions abordé les premières mesures d'urgence à mettre en place, proposées par les pouvoirs publics et nos amis les banquiers. Et puis cette fois, avec l'aide des experts, que je remercie au passage, Vincent Gaudy de HLP Audit, Jean-François Yerle et Mathieu Hervé de FIDAL, nous vous proposons de faire le point sur les mesures présentées lors du Conseil des ministres du 25 mars dernier, portant sur l'application de la loi d'urgence, afin d'en décrypter les ordonnances, comment en faire usage de manière pratique et directe pour nos entreprises. Vous aurez probablement beaucoup de questions. Nous vous proposons d'utiliser le fil d'information qui est sur votre droite. Vous y trouverez très vite sans doute certaines réponses en temps réel. Et puis je me ferai une compilation en fin de session pour poser des questions à nos experts. Avec les associés de Boss to Boss, donc Sébastien Chadourne, Olivier de Marignan et Anne-Sophie Bourrigaud, nous voulons toujours porter un éclairage positif et pragmatique, et pour nous, les meilleures conditions, c'est quand les boss parlent aux boss. Nous avons donc demandé à 3 chefs d'entreprise de venir témoigner de leur retour d'expérience sur ces 15 jours de confinement, en faisant un focus très particulier sur la relation avec leurs collaborateurs. Quel dispositif de communication, quel rite pour quels effets? Merci donc à Betty Vergniaud de Marc et Betty, à Olivier Guillaume de Vivolume de 60 000 rebonds et Thomas Mathieu de Guest Suite pour leur présence. Je remercie enfin nos partenaires, l'API, EFIConnect et Lifesize, NAPF et mon très cher réseau Entreprendre Atlantique pour leur contribution à organiser ce meet-up. Voilà, c'est parti. Je passe la parole à Florence Lenevé pour animer cette heure d'échange et de décryptage. Merci Florence, c'est à vous. Merci Jean-Loup Racine. Je devais présenter les intervenants, mais vous l'avez fait, ce qui va nous permettre de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Petite précision pour chacun des intervenants, pour que ça soit meilleur en termes d'écoute. N'oubliez pas de couper votre micro tant que vous n'intervenez pas et de penser à le rebrancher quand vous intervenez. Donc, Jean-Loup le disait, avec nous des experts et des chefs d'entreprise qui vont apporter leurs témoignages. Donc, cette table ronde va se dérouler en 2 temps. Une première partie, effectivement, qui va nous permettre de préciser certains points par rapport aux ordonnances, et puis la partie témoignage et la partie questions-réponses. Et je propose de commencer tout de suite avec nos experts et avec Mathieu Hervé. Je répète que vous êtes le directeur du département droit social chez FIDAL, avec beaucoup de questions en matière de droit social, sur le chômage partiel, sur comment je garantis la sécurité de mes salariés s'ils continuent à travailler, quelles sont les règles du télétravail. Alors aujourd'hui, on en sait un petit peu plus avec les ordonnances, mais laissez-nous, éclairez-nous sur toutes ces questions-là de droit social, Mathieu Hervé. Micro. Vous n'avez pas dû rebrancher votre micro. Pardon. Bonjour, oui, excusez-moi, Mathieu Hervé, donc avocat en droit social. Donc effectivement, depuis cette crise du coronavirus, on a une inflation des questions qui nous sont posées par des entreprises de toute taille, tout secteur d'activité confondu, avec également, dans un espace de temps très réduit, on va dire sur 15 jours, énormément de textes législatifs, réglementaires, les pouvoirs publics produisent des textes qu'il nous faut analyser en permanence. Donc depuis le 23 mars jusqu'à aujourd'hui 30 mars, nous avons énormément de textes. Alors, une loi, juste pour rappeler quels sont ces textes, avant de vous dire exactement quel est le contenu de ces textes. D'abord, une loi d'urgence sanitaire du 23 mars, un décret du 25 mars sur l'activité partielle, qui est le nouveau nom du chômage partiel. Donc, décret extrêmement important parce qu'il a des innovations majeures par rapport au dispositif d'activité partielle, qui est un vieux dispositif en droit français, donc qui a été rénové par ce décret, et des ordonnances du 25 mars, les fameuses ordonnances auxquelles vous ferez référence, lesquelles, et moi je présenterai uniquement celles qui concernent les congés payés et les jours de repos, parce que c'est un dispositif qui peut intéresser évidemment toutes les entreprises.
Autre sujet, on en a vendredi dernier, une nouvelle ordonnance sur l'activité partielle. Donc, on a eu un décret du 25 mars sur l'activité partielle et une ordonnance du 27 mars sur l'activité partielle, à nouveau pour préciser certaines choses. Et donc là, pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, pour toutes les entreprises, se référer à un texte qui vient d'être adapté, mis à jour, actualisé ce matin par le ministère du Travail, qui est un question-réponse du ministère du Travail, mise à jour ce matin, qui répond à l'intégralité des questions que se posent les entreprises sur toutes les questions qui sont en lien avec cette crise du coronavirus, qui est évidemment une crise très soudaine et qui bouleverse toute la société, mais également le droit du travail, puisque je dois vous parler maintenant de droit du travail. Donc, pour entrer dans le détail, sur les ordonnances du 25 mars concernant l'activité partielle, on a 3 précisions très très importantes par rapport à ce dispositif d'activité partielle. D'abord, une limitation, effectivement, on sait quel est le montant de l'indemnisation d'activité partielle, puisqu'elle est égale pour chaque salarié, nous dit-on, à 70% de sa rémunération horaire brute, ce qui lui assure 84% de son salaire net. Donc son taux horaire ne peut être inférieur, nous dit-on, de cette indemnisation d'activité partielle, ne peut être inférieur à 8,03 €. Par ailleurs, deuxième point extrêmement important dans cette ordonnance du 25 mars 2020, la possibilité effectivement de solliciter une demande de placement en activité partielle pour ses salariés auprès de l'administration et de pouvoir adresser et cette demande est rétroactive. C'est-à-dire qu'on peut faire une demande aujourd'hui et considérer qu'elle concerne les salariés de son entreprise à partir du 15 mars. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est quelque chose qui, évidemment, avant, n'était pas autorisé. Dernier point, qui est peut-être le plus important pour les entreprises, c'est un dispositif, donc évidemment temporaire, jusqu'au 31 décembre 2020. Le délai d'acceptation, c'est-à-dire pour l'administration, pour autoriser une entreprise à recourir au dispositif d'activité partielle, ce délai d'acceptation qui était auparavant de 15 jours à partir du moment où l'entreprise faisait sa demande, il est ramené à 2 jours, 48 heures. C'est-à-dire que si au bout de 2 jours, vous, entreprise, vous n'avez pas de réponse de l'administration, dans ce cas-là, la demande d'autorisation de l'activité partielle est considérée comme étant tacite de la part de l'administration. C'est-à-dire que vous avez une acceptation implicite de la demande préalable d'autorisation. Donc ça, c'est les mesures qui concernent effectivement l'activité partielle. Donc là, on était sur le décret du 25 mars. Toutes ces mesures sont applicables à partir du 26 mars, qui est la date de publication au journal officiel. Donc juste pour revenir sur certains fantasmes par rapport au dispositif d'activité partielle, le ministère du Travail a dit ce week-end qu'uniquement 28 entreprises en France, donc sur le territoire national, s'étaient vues refuser le bénéfice du dispositif d'activité partielle. J'ai lu ce matin un email reçu de la directe du 44 qui dit qu'elle n'a pour l'instant, je dis bien pour l'instant, elle n'a pas refusé un seul dossier d'activité partielle. Voilà, ça veut dire que le dispositif est assez large et que tout le monde, toutes les entreprises peuvent y prétendre. Alors, oui, d'un point de vue théorique. En fait, le diable se niche peut-être dans les détails, c'est pour ça que je ne veux pas faire peur aux chefs d'entreprise qui sont là. Aujourd'hui, effectivement, on va avoir des autorisations massives qui vont être données aux entreprises, puisque vous savez que le processus, c'est en 2 temps. On a une autorisation et ensuite, dans un deuxième temps, on va auprès de l'ASP chercher, les entreprises vont chercher le remboursement de l'indemnité d'allocation partielle qu'elles ont versé à leurs salariés. C'est ce qu'on appelle l'allocation d'activité partielle et qui est remboursée. Donc, on va dire que l'ASP, c'est géré à moitié par l'État et par l'UNEDIC qui rembourse ces sommes aux employeurs. À quel délai Il y avait des questions par rapport à ça. À quel délai les entreprises peuvent espérer le remboursement? Alors là, les textes nous disent 12 jours. 12 jours, c'est le délai qui figure dans les textes. On vous dit que vous auriez un remboursement sous 12 jours. Ok. Voilà. Alors, on a déjà beaucoup parlé du chômage partiel. Le temps tourne. Ouais. Il faut qu'on avance. Là, il y avait aussi beaucoup de questions sur comment garantir la sécurité des salariés dans les cas où ils continuent à travailler. Oui, alors ça, c'est une question effectivement très importante. Alors, il y a tous les dispositifs qu'on connaît dans l'entreprise, puisque vous savez que l'employeur doit absolument garantir la santé et la sécurité de ses salariés en toutes circonstances. Donc, vous avez d'abord des documents internes à l'entreprise qu'il faut absolument essayer de compléter, même en cette période de crise, comme le document unique d'évaluation des risques. C'est extrêmement important. Et après, de manière très concrète, c'est bien rappeler effectivement toutes les consignes concernant les gestes barrières.
et puis s'assurer en tant qu'employeur qu'on peut réellement respecter ces gestes barrières, c'est-à-dire cette distance, notamment d'1 mètre entre tous les salariés, mettre à disposition des gels hydroalcooliques, enfin, toutes les mesures que tout le monde connaît parfaitement. Il faut que l'employeur puisse déterminer s'il est réellement en mesure de protéger les salariés de ce risque qui est désormais bien identifié, qui est lié au coronavirus. Une dernière question, Mathieu Hervé, parce oui. que vraiment le temps passe et on a beaucoup de choses derrière. La question du télétravail, quelles sont les règles du télétravail? Le télétravail, c'est extrêmement simple en fait. Aujourd'hui, c'est un accord entre l'employeur et le salarié. Donc, en réalité, le télétravail a été mis de manière extrêmement simple dans les entreprises. En fait, le vrai sujet qu'on a vu au début de la part de nos clients, c'est est-ce que mes salariés qui ont les moyens et qui télétravaillent peuvent être en arrêt maladie garde d'enfants, ce fameux arrêt maladie d'une durée de 20 jours. Et effectivement, là, la réponse de l'administration est parfaitement claire, c'est non. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez des jeunes enfants à domicile qu'en réalité, vous ne pouvez pas travailler en télétravail. Alors, je sais que c'est un peu difficile à entendre, mais c'est ça la logique du texte. Donc là, il faut faire extrêmement attention quand on est employeur à ne pas faire trop d'arrêt maladie garde d'enfants. On ne peut le faire que pour des salariés qui ne peuvent pas télétravailler. D'accord, merci. Je sais qu'il y a beaucoup de choses encore sur les questions sociales, Mathieu Hervé, mais on a aussi d'autres questions à aborder. Alors, ça sera peut-être le lieu des questions-réponses sur la fin. Je voudrais peut-être juste préciser d'abord que c'est un droit dérogatoire, ce qui veut dire que derrière, quand on sortira du confinement, quand on sortira de cette crise sanitaire, on reviendra au droit commun. C'est bien ça? Exactement, ça c'est très 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 important à noter, effectivement. Merci Mathieu Hervé. Je voudrais arriver vers vous, Jean-François Hierle. Alors en cette période de l'année, on se pose aussi beaucoup la question des assemblées générales. Alors comment est-ce qu'on fait pour tenir ces assemblées générales dans une période de confinement? Mathieu Hervé, je vous invite à couper votre micro parce qu'on a des bruits parasites. Jean-François Hierle. Oui, bonjour Florence, bonjour à tous. Effectivement, c'est une période sensible dans le calendrier social de toutes les sociétés qui clôturent leurs comptes au 31 décembre. Ça peut également, parce que nous sommes sur les derniers jours de mars, concerner des sociétés qui clôturent fin septembre. C'est un peu plus compliqué pour elles. Donc nous étions, la dernière fois que nous nous sommes vus à travers la première visio, en attente des ordonnances, elles sont parues, donc toutes en ce qui concerne cette problématique aujourd'hui sont sur la table, elles sont connues, en date du 25 mars. Nous avons une première ordonnance qui vient préciser les règles pour adapter les règles actuelles, donc par un droit dérogatoire, aux règles de réunion et de délibération des assemblées. Donc en fait, on a 2 ordonnances, une qui prévoit des règles dérogatoires pour les réunions des organes sociaux et une seconde qui a trait aux assemblées générales ordinaires, donc celles qui concerneront toutes les sociétés qui ont clôturé leurs comptes depuis le 30 septembre. En ce qui concerne les réunions des organes sociaux, schématiquement, on a de toute façon à distinguer selon théoriquement les formes sociales, les conseils d'administration, conseils de surveillance et directoire pour la société anonyme, les conseils de gérance, si nous avons plusieurs gérants pour une SARL, et en matière de SAS, il faut se reporter au statut puisque nous avons un président, mais les statuts peuvent prévoir d'autres organes sociaux spécifiques. Et là, nous avons une règle générale qui, quelles que soient les dispositions légales ou statutaires, vient assouplir les modalités de prise de décision collégiale, tant au niveau des organes sociaux de direction ou de contrôle que pour les assemblées en tant que telles, donc les réunions d'associés. Et donc la première série de mesures pour les organes sociaux de contrôle ou de direction, comme un conseil d'administration, un conseil de surveillance, un directoire, c'est l'assouplissement des règles en ce qui concerne la participation à des réunions collective, mais sans être présent, et donc soit par visioconférence, comme nous le faisons actuellement, soit par téléphone, conférence téléphonique. Donc c'est assoupli, nonobstant les restrictions que l'on peut avoir sur certains types de décisions, comme l'arrêté des comptes, concrètement pour une SA, ça n'était pas permis. Ça n'était pas toujours non plus permis pour d'autres réunions d'organes sociaux, comme le conseil d'administration, lorsque nous n'avions pas un règlement intérieur ou que le règlement intérieur ou même les statuts ne le permettaient pas. Eh bien, nonobstant toutes ces restrictions,
aujourd'hui, il est possible de tenir ces réunions avec ces moyens de visioconférence ou de conférence téléphonique. Néanmoins, attention, il faut s'assurer de la participation effective des administrateurs ou des membres de ces organes collégiaux. Il faut également se soucier de leur information préalable. Et donc là, nous avons des dispositions qui permettent de considérer que les informations peuvent être transmises par voie numérique aussi, de façon à satisfaire à ces obligations. Donc, des réunions qui peuvent se tenir sans être présents. Et un autre assouplissement très significatif, c'est la faculté, pour notamment les SA qui ne le permettaient pas dans toutes les dispositions. C'est un assouplissement très récent d'ailleurs pour les conseils d'administration, puisque ça date que de juillet 2019 avec la loi Soili. C'est la faculté de prendre ces décisions, y compris celles pour l'arrêté des comptes, par voie écrite. Et donc là, on peut interroger les administrateurs et leur demander d'exprimer un vote et d'arrêter notamment les comptes par écrit, et donc sans qu'il y ait un processus de visioconférence ou de conférence téléphonique qui peut paraître parfois un peu complexe. Bon, c'est aujourd'hui entré dans les mœurs, mais il est parfois délicat de réunir dans des conditions optimales de conservation, d'expression des avis et de vote des organes sociaux lorsque on a plusieurs personnes. Et on a également une difficulté lorsqu'il s'agit d'instaurer la voie de la confidentialité. On peut avoir des votes la dernière fois confidentiels. que vous coupiez la caméra de façon à ce qu'on ait un meilleur son. Un meilleur son. Voilà. Donc, désolé, on ne vous voit plus, mais... C'est pas grave. Donc voilà, pour les réunions des conseils d'administration et autres organes sociaux, soit de gestion, soit de contrôle des entités de droit privé. Ceci vaut aussi pour les associations et pour toutes les entités dotées de la personnalité juridique, et même, dit le texte, des personnalités non constituées, c'est-à-dire des sociétés, par exemple, de fait, ou des sociétés en participation qui n'ont pas la personnalité juridique. Elles peuvent s'appuyer sur ces textes pour permettre de mieux passer cette période difficile. Donc, en ce qui concerne les assemblées générales... Oui, ce que je retiens, c'est que voilà, il y a un assouplissement des règles, qu'on va pouvoir tenir ces assemblées générales. Alors, pour les assemblées générales, on a un assouplissement aussi pour les tenues, nonobstant les dispositions éventuellement restrictives, statutaires ou même légales, on peut les tenir aussi, comme pour les conseils d'administration ou les organes sociaux de management, de direction. On peut les tenir également de façon dérogatoire par des dispositifs, soit conférences téléphoniques ou audiovisuelles. Mais là aussi, ce sera... Il faut qu'on avance. Désolée de vous couper, mais il faut qu'on avance parce qu'il y a beaucoup de sujets. Oui. Oui, je disais, donc, les assemblées générales, c'est aussi le lieu où se décident les stratégies, les orientations futures. Et du coup, dans une période d'incertitude telle qu'on la connaît, alors je vais arriver vers vous, Vincent Goldy, comment est-ce qu'on arrive à bâtir une stratégie dans cette période un peu floue? Comment on gère ces questions de trésorerie? Comment on arrive à se projeter, Vincent Goldy? Oui, bonjour Florence, bonjour à tous. Effectivement, c'est des questions qui nous sont remontées par beaucoup de nos clients et auprès de beaucoup de nos confrères experts comptables, commissaires aux comptes sur le pilotage de la trésorerie. Ce soir, je voudrais d'abord parler quand même un petit peu du risque de faillite. C'est parce que malgré la promesse de notre président Macron qu'aucune entreprise, je le cite, ne sera livrée au risque de faillite, les spécialistes du restructuring s'accordent malheureusement à dire qu'ils s'attendent à avoir une recrudescence d'entreprises en difficulté. Aujourd'hui, les entreprises, en fait, en réalité, conservent leur trésorerie et créent de la dette. On a bien compris que toutes les mesures qui ont été prises de report de charges, que ce soit les loyers, la TVA éventuellement, les charges sociales, les charges fiscales, seront en réalité à payer dans un horizon qui est finalement assez court terme. Donc, il est déjà à craindre que plusieurs entreprises ne soient pas en capacité de payer les salaires à la fin du mois avril, voire malheureusement peut-être pour certaines dès ce mois-ci, puisque certaines entreprises arrivent dans cette crise avec une trésorerie déjà qui est très exsangue, notamment en raison des grèves qui ont pu avoir lieu en France en fin d'année 2019. Donc la première urgence évidemment pour le risque de faillite, pour l'éviter, c'est de conjurer l'état de cessation de paiement et donc de travailler sur deux leviers. Le premier, c'est de jouer sur l'actif disponible. Et en ce sens, l'octroi des nouveaux financements mis en place, notamment le PGE, est une excellente mesure, je vais y revenir tout à l'heure. Et puis le second moyen, c'est de jouer sur le poste du passif
en faisant en sorte que des dettes qui sont pourtant échues cessent d'être exigibles. Et là, on a deux dispositions qui sont importantes. La première, c'est que l'État a autorisé le report de l'exigibilité des impôts directs et des charges sociales pour toutes les entreprises qui en feraient la demande. Donc, je pense évidemment aux charges sociales, y compris la part salariale, ce qui est une première qui est à payer en principe en début du mois d'avril. Et puis, l'ordonnance qui a été publiée le 25 mars 2020, au TPE, en réalité, il y avait une question sur l'étendue des entreprises concernées, donc c'est-à-dire des entreprises qui font un chiffre d'affaires inférieur à 1 million d'euros, de reporter intégralement ou d'étaler le paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité, sans que ce soit pour autant une charge qui soit exigible et sans avoir également des pénalités comme une résiliation de leur bail. Disposition importante pour faire en sorte d'éviter à tout prix la cessation de paiement qui est évidemment très préjudiciable puisqu'elle oblige à aller se placer sous la protection du tribunal de commerce. L'autre point que je souhaite aborder ce soir avec vous tous, c'est évidemment la nécessité de réaliser les prévisionnels de trésorerie, puisque je vous l'ai dit en introduction, toutes les charges qui sont reportées seront en réalité à payer sur un horizon qui est probablement très court, de 3 à 6 mois. Donc il faut que les entreprises se posent la question de savoir si leur trésorerie actuelle leur permet de reconstituer un peu de trésorerie pour payer les conséquences de Covid-19 ou s'il est nécessaire d'aller emprunter de l'argent à la banque et bénéficier des mécanismes mis en place par l'État. A relaté un certain nombre de particularités pour faire ce prévisionnel dans le contexte Covid-19. On a évidemment, côté encaissement et côté décaissement, je vais y revenir. Côté encaissement, on a évidemment des baisses très fortes pour toutes les activités B2C, mais même pour les activités qui ne sont pas B2C, on a à craindre une réduction des encaissements en mars-avril qu'il faut positionner, puisque le crédit interentreprise se grippe un petit peu malheureusement. Et puis, on a également à craindre un moindre encaissement qu'à la normale en mai-juin par un défaut de production, une production moindre en mars-avril. On a également à prévoir des indemnisations pour le chômage partiel ou pour les IGSS, pour l'activité partielle, et les IGSS pour les arrêts maladie, garde d'enfants ou arrêts maladie du cours. Mathieu Hervé l'a évoqué. Le gouvernement annonce 12 jours, que ce soit 12 jours ou probablement 20-30 jours comme on l'observe habituellement. En réalité, il faut bien que l'entreprise intègre qu'elle va devoir faire l'avance des salaires et qu'elle sera remboursée que dans un second temps. C'est ce qui effectivement nous fait craindre des dépôts de paiement fin avril, puisque fin avril, les entreprises vont devoir payer l'intégralité des salaires avant d'obtenir le remboursement pour ceux qui ont fait une activité partielle. Donc, vigilance côté encaissement dans la construction de ce prévisionnel. Côté décaissement, plusieurs sujets ont été évoqués, puisqu'on a une possibilité de décaler plusieurs postes, électricité, gaz, les loyers également, et tout ça, ce sont des discussions et des paiements qui devront intervenir dans le 3-6 mois. Charges salariales et charges patronales, le sujet a également été évoqué, puisqu'on a là carrément une décision de l'État qui autorise les entreprises à ne pas payer, mais là aussi, cette somme sera payée plus tard. Et puis, la possibilité pour la TVA, c'est un sujet qui avait été longtemps débattu, de savoir si c'était possible de décaler. La TVA est un impôt indirect, c'est l'argent qui appartient en principe, qui est versé par le client, qui est reversé par l'entreprise à l'État. Mais si l'entreprise en a la difficulté, elle peut effectivement demander un report et à payer également en prenant contact auprès de son centre des impôts. Les clients l'ont fait, donc c'est une mesure qu'on appliquait déjà dans l'accompagnement d'entreprises qui traversaient des difficultés. On a également, pour préserver au maximum sa trésorerie, la possibilité de demander les échéances de ses prêts. Mais là aussi, vous l'avez compris, ce ne sont que des reports temporaires qui sont parfois rendus nécessaires pour une urgence d'une situation pour trouver en place un financement qui soit adapté. Mon troisième propos que je voulais partager avec vous, c'est que la loi de finances rectificative qui a été votée le 23 mars, en même temps que la loi d'urgence, prévoit un mécanisme exceptionnel avec plus de 300 milliards d'euros qui ont été mobilisés pour que la BPI vienne en soutien des banques et qu'elle puisse injecter de l'argent dans les entreprises. Voilà, donc ces mécanismes fonctionnent très bien. Il s'agit de s'adresser vraiment en priorité auprès de votre interlocuteur bancaire avec qui vous avez construit des relations. Ce qui est important, c'est de bien définir quel niveau de financement les entreprises souhaitent solliciter pour traverser cette crise, puisqu'il s'agit de faire face à la fois au passif qui a été décalé, mais également d'intégrer les conséquences d'une reprise d'activité dont on s'attend à quelques perturbations. Et puis, ça peut être également l'occasion, dans ce financement qui va être contre-garanti par BPI, de retrouver un peu de trésorerie pour les entreprises qui étaient fragiles, en documentant bien sa demande pour faire face à les variations de BFR qui interviendront sûrement dans les prochaines semaines. Donc, un financement adapté, il y a plusieurs dispositifs qui existent et pour lesquels, effectivement, vous pouvez, auprès de votre interlocuteur bancaire et auprès de vos conseils, trouver. Il y a évidemment le prêt garanti par l'État qui s'adresse à la plupart des entreprises et qui est d'une très grande souplesse puisqu'il offre 1 an de différé avant le remboursement et après la possibilité de rembourser sur 1, 2, 3, 4 ou 5 années supplémentaires. Évidemment, vous l'avez tous probablement entendu, un plafonné à 25% du chiffre d'affaires ou à 2 fois de la masse salariale qu'on a pour les entreprises innovantes ou récentes. Voilà.
Donc, plusieurs dispositifs de financement. Rapidement, Vincent Goldy, parce qu'il faut qu'on avance aussi. Oui, je termine mon propos simplement, effectivement, que ce dispositif, avec ce dispositif, l'État, donc les banques pour qu'elles puissent apporter la trésorerie. Mais ces entreprises, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que malheureusement, elles vont toutes être plus ou moins pénalisées par cette crise et certaines vont avoir à supporter pendant 3 à 5 ans le remboursement d'un prêt qui aura été souscrit en conséquence du Covid-19. Et donc, il est à craindre malheureusement que plusieurs entreprises ne seront pas en capacité d'honorer la totalité de leur échéance. Et là, on se retrouve dans une situation qui est similaire lorsqu'on fait de l'accompagnement d'entreprises en difficulté. Urgent d'anticiper les impasses de trésorerie venir dans 3, 6 mois avec un remboursement de prêt LBO ou autre perte de marché, etc. Et que l'ordonnance qui a été rendue le 27 mars 2020 apporte des précisions qui sont très protectrices pour le dirigeant et pour l'entreprise et montre l'importance à venir, il me semble, du droit des entreprises en difficulté. Et justement, alors je reviens vers vous 5 minutes, Jean-François Yerle. Merci Vincent Goldy. Je vous invite à couper votre micro. Si effectivement je suis pas en capacité de passer ce cap, si je dois me déclarer en cessation de paiement, parce que c'était pas très clair encore la semaine dernière, comment je fais? Les tribunaux sont ouverts, sont fermés, je peux le faire à distance. Expliquez-nous rapidement, Jean-François Yerle, comment on peut agir. Très vite. Très vite, très rapidement, et on pourra y revenir, parce qu'effectivement, malgré les prévisions, on peut être confronté à une impasse. Le droit actuel, c'est un défaut qu'il faut déclarer dans les 45 jours de ce qu'on appelle la cessation des paiements, ne pas pouvoir faire face à ses dettes exigibles avec son actif disponible. Et ça, cette situation, elle est modifiée avec un droit transitoire là aussi, pendant la durée de l'état sanitaire, de l'état d'urgence. On a un gel pendant 3 mois. La situation s'analyse au 12 mars de cette année et on a comme si le droit figeait le temps de ce point de vue. Pas de crainte à avoir en principe sur la responsabilité des dirigeants qui ne déclareraient pas dans les 45 jours une cessation des paiements à compter et du fait du Covid-19, donc dans des délais habituels. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire pour autant, et c'est là où j'en arrive à votre question. Les tribunaux seront accessibles. Aujourd'hui, les greffes continuent de travailler pour des formalités à distance, mais physiquement, on ne peut pas y aller. Mais les tribunaux vont permettre de recevoir des déclarations de cessation des paiements par voie numérique et d'ouvrir des procédures. Il y a une question ensuite de stratégie. Faut-il le faire ? Que faut-il faire? Parce que parallèlement, l'ordonnance qui a été prise en la matière permet, nonobstant même si je suis en état de cessation des paiements ou que je vais le devenir à très très court terme, je peux néanmoins faire un choix de procédure, ce qui n'est pas possible dans l'état du droit normal, traditionnel. Là, le fait qu'on gèle la situation pendant 3 mois permettra à un chef d'entreprise d'envisager une ouverture d'une conciliation, d'envisager une ouverture d'une sauvegarde et pas seulement d'un redressement judiciaire. Ce sont des questions importantes. Vous parliez de l'Assemblée générale. Évidemment, ce n'est pas à l'Assemblée générale qu'on se pose ces questions, mais notamment dans le rapport de gestion aujourd'hui qu'on doit présenter à l'Assemblée, on parle des perspectives, on parle des faits significatifs intervenus. Tous ces éléments sont à intégrer à la fois pour informer les associés et prendre des décisions. Et ces décisions peuvent avoir des incidences, auront des incidences pour l'avenir, et nécessairement auront des éléments juridiques à prendre en compte. Merci Jean-François Yerle. On vous a perdu un petit moment, mais je crois que l'ensemble était assez clair. Merci à tous les trois pour ce premier éclairage, de nous avoir décrypté un petit peu ces ordonnances. On vous retrouvera tout à l'heure pour la partie questions-réponses, mais on va enchaîner avec la partie témoignage et je vais commencer par vous, Thomas Mathieu, parce que je me dis que vous êtes directeur général de Guestuit, une start-up nantaise. Je me dis que c'est peut-être plus simple dans votre environnement de travail de garder le lien avec ses salariés, puisque c'était aussi le thème de ce rendez-vous d'aujourd'hui. Comment on fait dans ce contexte si particulier pour garder le lien avec ses salariés? Alors, expliquez-moi comment vous avez fait, comment ça se passe pour vous avec, je crois, une moyenne d'âge de 29 ans dans votre entreprise. Voilà, exactement. Bonjour Florence, bonjour à tous. Effectivement, c'est un des enjeux et un des défis qui se posent face à nous
un des nombreux défis, j'ai envie de dire, qui se pose face à nous dans cette crise, c'est ne pas rompre le lien social quand on a rompu finalement les interactions directes avec l'ensemble de l'équipe. Et effectivement, nous, à ce titre, on a mis en place pas mal de choses. La première, effectivement, on a recouru évidemment au télétravail et ce dès le vendredi, dès le vendredi 13 mars. C'est pas forcément une pratique d'ailleurs qu'on avait de manière très étendue, paradoxalement. Chez YesSuite, on recourait assez peu au télétravail, mais le fait est qu'on avait à peu près tous les outils pour le permettre. Et très vite, effectivement, on s'est rendu compte qu'il fallait absolument faire perdurer le lien social. Déjà parce que effectivement, on va dire une population avec une moyenne d'âge très très jeune et finalement beaucoup de gens qui sont confinés seuls chez eux et pour qui l'entreprise, en plus de la famille, est un de leurs, on va dire, de leur vecteur de lien social. Et donc, de manière très concrète, ce qu'on a mis en place, il y a eu plusieurs choses. La première, ça a été de mettre en place une organisation avec l'ensemble des managers pour que chaque matin, il y ait une réunion avec l'équipe, avec chaque équipe, une réunion, ce qu'on appelle un format stand-up meeting, où on évoque les choses qu'on a fait la veille, ce qu'on a prévu de faire aujourd'hui et les difficultés qu'on a rencontrées. Donc ça, c'est pour ceux qui sont familiers des méthodes agiles, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, notamment dans des équipes de produits ou de conception. Là, on a décidé de l'étendre à l'ensemble de l'équipe, que ce soit des personnes qui soient comment dire, au contact client ou au marketing. Donc ça, c'était une des premières choses. La deuxième chose, c'est qu'on a énormément renforcé la communication de nous dirigeants, des deux associés fondateurs. On l'a vraiment multiplié et renforcé. D'abord, dès le premier jour de confinement, en fait, hein, enfin, d'ailleurs, c'était la veille de l'annonce, en réalité, on a fait voilà, toute une communication pour établir un peu ces règles de quelque part de vie en télétravail et aussi en confinement, parce que il y a quelques on va dire bonnes pratiques à partager avec l'ensemble de l'équipe par rapport à cela, que ce soit tout C'est quoi simplement. justement, pardon, je vous interromps, c'est quoi les bonnes pratiques? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Qu'est-ce qu'il est important de savoir quand on manage à distance? Alors, il y a plein de choses, en fait. Ça va effectivement, quand on fait une réunion tous ensemble, bah, c'est de systématiquement afficher la vidéo, de bien penser à couper son micro. Je crois qu'on l'a répété aussi aujourd'hui plein de fois, mais ça fait partie des bonnes pratiques aussi. Donc, c'est bien tenir l'ordre du jour de sa réunion. Ça, on va dire quelque part, c'est pas spécifique au télétravail, mais c'est d'autant plus prégnant en télétravail puisque très vite, on peut s'instaurer dans un silence assez angoissant. Donc, il faut bien quelqu'un pour l'idée des réunions mais très concrètes. Et puis, il y a des bonnes pratiques qui sont juste personnelles, de conserver une routine, de faire du sport, fait finalement de de pas rompre avec les habitudes qu'on pouvait avoir avant quand on allait au travail. Et ça, c'est assez important. Et parmi les habitudes, du coup, ça me fait rebondir aussi sur ce qu'on a pu mettre en place. On a l'habitude chez nous de faire un petit déj tous les vendredis. Ça fait 7 ans qu'on fait un petit déj tous les vendredis. Jamais rien ne nous a empêché de faire un petit déj tous les vendredis. Et là, on s'est dit, disons, a priori, quelque chose va nous empêcher de faire notre petit déj. Et donc, en fait, ce qu'on a mis en place, on a fait un air petit déj où en fait on prend tous notre petit déj ensemble finalement, mais devant notre écran. Ce qui d'ailleurs est en grande contradiction avec les recommandations qu'on leur faisait jusque-là de ne pas apporter leur boisson chaude à côté de leur ordinateur, puisque on a déjà eu quelques accidents. Mais bon, là, effectivement, je pense qu'on peut déroger à la règle. Et donc, ce air petit déj, c'est l'occasion en fait de passer une demi-heure, 45 minutes avec nous dirigeants qui présentons l'état des lieux de la gestion de la crise au niveau de l'entreprise, présenter tout simplement les décisions qui ont été prises, aussi bien pour l'entreprise que pour nos clients, et permettre à tout le monde de se sentir investi et de se projeter et surtout d'avoir une extrême lisibilité, une extrême transparence sur ce qui se passe. Et ça fait partie des points qui, je pense, sont essentiels. C'est l'extrême transparence en tant que dirigeant pour vraiment que l'ensemble des salariés se sentent impliqués et demeurent impliqués dans l'aventure. Parce qu'il y a un moment donné, il y a une rupture
qui a été très forte, très nette et très marquée pour l'ensemble des salariés dans l'ensemble des entreprises, j'ai envie de dire. Et là, la communication prend le relais pour être vraiment le ciment, le lien qu'on peut, enfin, qu'on doit faire perdurer avec les salariés. Et les premiers jours, les premiers instants là-dedans sont déterminants. La manière dont on a de gérer cette crise est déterminante dans les premiers instants pour montrer aux salariés qu'on est investi en tant que dirigeant, qu'on ne les laisse pas tomber, évidemment, et surtout qu'on a un plan, qu'on a la tête froide et qu'on a un plan pour adresser ce problème. Et donc évidemment, par contre, à côté de ça, mais là je pense que tous les dirigeants qui sont là le savent et l'ont bien conscience, ça nous demande un travail extrêmement lourd et exigeant en amont, parce que avant de communiquer sur un plan, il faut en avoir un. Et là, il y a énormément de travail, effectivement. Oui, ça veut dire que finalement, en télétravail, c'est beaucoup plus dense pour l'équipe de direction parce que ça oblige vraiment à faire tout cet effort de transparence pour que les décisions soient bien comprises, c'est ça? Ah bah, bien sûr, c'est beaucoup, beaucoup plus dense parce que évidemment, on doit faire en sorte que déjà le plan soit très clair face à une crise qui a plein de dimensions, hein. On en parlait quand on préparait d'ailleurs ce rendez-vous. Il y a une crise organisationnelle, hein, juste faire en sorte que les gens continuent de travailler et d'être opérationnels, c'est une première crise. Il y a une crise dans notre cas pour nos clients, puisqu'on travaille essentiellement avec des secteurs comme le tourisme ou même l'automobile ou l'immobilier, des secteurs qui sont évidemment impactés de plein fouet. Donc, comment on fait pour continuer de les accompagner là-dedans? On a une crise économique aussi, hein, qui effectivement va s'inscrire dans la durée et qu'il faut anticiper du mieux possible. Et effectivement, par rapport à tout ça, nous, on doit avoir l'ensemble de ces paramètres-là pour présenter un plan qui prenne l'ensemble de ces paramètres à l'ensemble de l'équipe, mais aussi à tous les managers, parce que ce sont eux qui sont le relais après opérationnel au niveau de chaque équipe. Et donc oui, l'équipe de management est j'ai envie de dire, archi mobilisée. Alors là, enfin, après, il y a d'autres chefs d'entreprise qui feront peut-être part de leur feedback. Moi, j'ai ressenti quand même en fin de semaine, et puis là, sur ce début de semaine, l'intensité quand même a tendance à baisser un petit peu par rapport au tout premier jour de la crise. Maintenant que voilà, on a un peu pris le contrôle des événements et qu'on y voit plus clair sur la direction dans laquelle on va. Merci beaucoup Thomas Mathieu pour ce partage d'expérience, mais on le voit, c'est vrai que les équipes de direction sont très sollicitées dans cette période. Alors on va changer de secteur d'activité et je vais arriver vers vous, Betty Vergniaud. Donc là, on passe dans l'agroalimentaire et pas simple pour vous parce que je crois que plus de 95 de vos clients sont des établissements d'enseignement supérieur. Donc, on imagine bien que du coup, pour vous, il n'y a plus grand-chose. Ça veut dire que l'entreprise est complètement à l'arrêt? Alors non, l'entreprise n'est pas à l'arrêt totalement parce qu'il nous reste encore, allez, on va dire quelques clients dans l'agroalimentaire. L'agroalimentaire peut servir l'agroalimentaire. Et donc, on a quelques usines, notamment celle de Fleury-Michon, qui tournent encore et qui nous ont demandé de pallier à l'absence de restauration collective. Donc, on subvient à ce besoin primaire, voilà, en continuant d'approvisionner nos distributeurs. Alors pour resituer quand même, vous êtes à la tête d'une entreprise vendéenne, une entreprise familiale, pâtismatique. Vous êtes dans le secteur de la boulangerie, mais vous ne faites que des produits individuels puisque vous êtes là pour faire des viennoiseries et des sandwichs qu'on retrouve dans les distributeurs que vous gérez aussi. C'est ça? C'est exactement ça. Et donc c'est une entreprise d'une trentaine de salariés, c'est ça? C'est ça. Et du coup, alors alors qui travaille chez vous concrètement et comment vous faites pour garder ce lien? Est-ce que vous sentez aussi vous beaucoup cette pression qui repose sur vos épaules encore plus peut-être que dans un contexte normal? Alors oui, surtout avec les effets d'annonce, c'est humain quand on entend que 100% des salaires vont être pris en charge et que personne ne perdra de salaire. Vos salariés, ils entendent qu'ils vont être payés chez eux sans pouvoir venir travailler, c'est pas de leur fait. Sauf qu'il faut, nous décoder ça et expliquer à ces salariés que non,
les 100%, c'est 100% du brut, c'est pas 100% du net. Et un salarié regarde le net, il regarde pas le brut. Donc, il a fallu désamorcer ça. Et puis, l'annonce du confinement, il a fallu aussi oui, en dire encore le contraire, puisque le confinement, c'est pas l'arrêt du travail. On peut continuer à travailler. Et ça, en tant que chef d'entreprise, il faut aller porter ce message. Et c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué de répondre à tous ces salariés par SMS parce qu'ils vous envoient chacun des SMS de leur côté. Et donc, voilà, il faut répondre à chaque personne malgré une communication globale. C'est pas suffisant. Il y a toujours les cas particuliers. Ça veut dire que dans votre cas particulier, c'est le contact, il se fait par SMS, par téléphone, principalement parce que dans vos métiers, c'est plus ça l'habitude. Il y a pas de rendez-vous visio comme on peut les retrouver chez Guestsuite. Non, on n'a pas de rendez-vous visio. Par contre, on a des réseaux sociaux, on a du WhatsApp, on a du Hangout. Mais je pense que voilà, ils n'ont pas envie d'étaler leurs craintes sur les réseaux, donc ils s'adressent à nous de façon individuelle. Donc ça multiplie forcément les échanges. Et c'est des points quand même hebdomadaires. Est-ce qu'il y a une réunion pour ceux qui continuent à travailler chez vous, où vous faites le point, vous leur expliquez aussi avec la plus grande transparence, comme le fait Thomas Mathieu, où en est l'entreprise et quelles sont un peu les perspectives, comment on va sortir de cette crise? Tout à fait. Alors, on a un rituel qu'on avait mis en place bien avant ça qui s'appelle Marcel. Donc, toutes les semaines, on publie Marcel. Donc, c'est un Marcel. Je pourrais même vous... Allez, je vous montre la photo. Un petit peu d'image. Partagez-nous. Je vous montre ça. Et ce matin, c'était moi qui m'y collais en plus. Voilà. Donc, alors, que je vous montre ça. Donc, ils reçoivent tous ça. Donc, c'est un Marcel avec 6 points. Et tous les points illustrent le passé, la semaine passée, la semaine à venir. Donc les dates, les chiffres, etc. Et donc ça crée du lien. Et puis chacun se projette dans ce qu'il a à faire ou voilà, etc. Donc voilà. Donc on a Marcel et donc ce matin, voilà, je leur ai dit bon bah voilà, il y a du chiffre d'affaires en baisse et je me suis engagée à leur fournir tous les 15 jours l'état de la trésorerie pour qu'ils sachent comment elles font, parce qu'elle va fondre, hein, comme la trésorerie de tout le monde, et pour qu'ils sachent voilà, tout ce à quoi on va leur faire face en termes de paiement. Je les ai rassurés en leur disant que tous nos fournisseurs étaient payés, hein, tout ce qui a été livré est payé. Maintenant, on attaque les réserves. Il y a des inquiétudes, il faut plus rassurer que dans un contexte normal, j'imagine. Ah bah oui, il faut les rassurer. Je crois que avant tout, ils ont peur de voir leur entreprise péricliter face à cette situation. Je crois que c'est leur première crainte. Hein, et puis après, il y a eux. Comment je vais faire pour payer si j'ai pas tout mon salaire? Comment je fais pour maintenir mon niveau de vie? Il y a beaucoup d'inquiétudes sur le pouvoir d'achat. Oui, énormément. Et malgré tout, il faut aussi maintenir des moments de convivialité. Alors, racontez-moi, parce que vous m'avez parlé d'un petit challenge, de challenge à vélo. Alors, ça mérite un peu d'explication dans le contexte actuel. Oui. Alors, depuis septembre, chacun de mes salariés dispose d'un vélo connecté. C'est une start-up qu'on a montée en parallèle. Et pour inciter les gens à avoir une activité physique régulière, ils ont tous chez eux un vélo, tout simple, bas de gamme, mais il est connecté. Et on a une application qu'on a fait développer. Et donc, on a plein de challenges qui se passent tout le temps, mais là, avec le confinement, on a fait des challenges spécifiques pour qu'ils apprennent à se connaître entre eux. Donc là, je vais vous illustrer aussi que sont les challenges qui sont en ligne en ce moment. Et donc, ils ont 80... En plus, ils gagnent des sous parce que je leur ai garanti qu'ils ne perdraient pas d'argent, mais que je ne voulais pas payer de charges dessus. Moi, je suis coriace, je déteste payer des charges sur ce que je verse à mes salariés. Donc, ils ont des chèques cadeaux à gagner. On avait fait un petit tas de chèques cadeaux depuis un moment. Et donc, voilà les challenges qu'ils ont. Donc, c'est un challenge par salarié. Et donc, ils peuvent pédaler tous. Et en fait, quand ils cliquent sur un challenge, ils peuvent se découvrir juste sur 3 choses qu'ils aiment, 3 choses qu'ils détestent. Et puis, c'est parti, ils lancent le challenge et ils pédalent. Voilà. Et donc, ça permet de maintenir le lien parce qu'à côté de ça, sur le réseau social, ils s'échangent. Ah, t'as déjà fini ton challenge? Ah, moi, j'arrive pas, j'ai mis mes enfants, etc. Donc, on maintient le lien comme ça. Donc, on maintient le lien à distance avec des petites astuces qui font du bien dans ces périodes de confinement. Exactement. Merci
Betty Vergniaud, j'arrive vers vous, Olivier Riom. Alors, on change encore de secteur d'activité puisque vous êtes à la tête de Vivolum, une entreprise dans le secteur du bâtiment, au fait de l'agencement de bureaux. Alors, Betty Vergniaud, je vous invite à couper le micro si ce n'est pas déjà fait. Et Olivier Riom a branché le vôtre pour qu'on puisse vous entendre. Alors, vous êtes dans un secteur pas facile du tout parce que vous avez été soumis à pas mal d'injonctions contradictoires. Il fallait arrêter, il fallait reprendre. Comment on fait pour reprendre en respectant les mesures barrières? Alors, expliquez-nous ce que vous vivez et puis on viendra à cette question de comment vous faites pour garder le lien avec vos salariés dans le contexte. Oui, bonjour. Donc effectivement, Vivolum, c'est une entreprise qui conçoit et réalise des aménagements de bureaux, donc une entreprise de bâtiment. Le mardi midi, donc j'ai 10 personnes dans les bureaux, conducteurs de travaux et au bureau d'études, et 50 compagnons. Donc le mardi, on a effectivement arrêté notre activité pour 4 jours, parce que, comme disait Betty, les salariés ont eu principalement peur, même si à la sortie du discours du président, on avait l'impression de pouvoir continuer. Il y avait une grosse inquiétude. Olivier Riom, on ne vous voit pas très bien et on a des coupures au niveau du son. Alors, je vous invite à couper la caméra, peut-être que ça sera mieux. Alors, au revoir, je coupe ma caméra. Est-ce que ça marche mieux, le son? Ça a l'air mieux. Bon, alors on va continuer. Donc, on a constitué assez rapidement, effectivement, un avenant à notre document unique. Quand je dis assez rapidement, c'est quand même une procédure qui est rapide, puisque le vendredi, j'ai convoqué le CF, j'ai vu la MEBAT, notre médecine du travail, et le samedi, on a fait un CSE exceptionnel pour établir un avenant à notre document unique qui était applicable dès le lundi matin, donc il y a un peu plus d'une semaine, une semaine et un jour. Et on a eu uniquement des salariés volontaires qui sont intervenus, c'est-à-dire qu'on a 9 salariés sur nos 50 compagnons qui interviennent sur les chantiers. Alors avec des conditions très précises, et puis avec des tâches, par exemple, il n'est pas question de mettre des vitrages pour les cloisons modulaires, parce que ça faut être 2 à proximité, mais mes peintres, mes soliers, mes menuisiers pouvaient sans problème travailler dans des conditions spécifiques. Donc on ne marche que sur du volontariat. Et puis les 10 personnes qui font la conception, le bureau d'études et les conducteurs, eux, sont tous en télétravail. Donc effectivement, je confirme l'importance, et on découvre ça, l'animation du télétravail, c'est un vrai métier. Nous, on fait un e-café tous les matins à 9h30 pendant 1 heure. Et voilà, on fait un peu le point de chacun. C'est la machine à café, c'est ça qu'on a en entreprise et qui permet de démarrer la journée. Voilà, donc on a notre e-café qui est important. Et puis, chaque jour, on essaye de se dire, outre nos tâches quotidiennes qui diminuent au fur et à mesure des jours, parce qu'il y a quand même de moins en moins de boulot, alors on a profité pour écrire à tous nos clients en disant, si vous avez des études, c'est le moment de les réaliser, on est très disponible. Mais on essaye de se projeter un petit peu sur l'avenir, comment on voit l'évolution de l'entreprise, et c'est quand même un moment important pour se remettre en question. Je pense qu'on est encore en plein dans la crise, mais on commence aussi à voir la sortie. Il faut d'ores et déjà travailler sur la sortie de crise et qu'est-ce qui va changer dans notre organisation d'entreprise, dans notre monde. Et c'est intéressant d'ores et déjà de se dire qu'est-ce qu'on veut changer. Et il y a ces contacts alors, avec le collectif, mais il y a aussi, j'imagine, comme avec Betty Vergniaud, beaucoup de contacts individuels. Vous êtes beaucoup sollicité par vos collaborateurs? Alors, effectivement, avec l'encadrement, on se voit tous les matins. Avec les compagnons, ils ont les mêmes injonctions contradictoires que nous. Puisque d'un côté, on leur dit « vous pouvez travailler », de notre côté, chez eux, je pense que leur famille leur dit « mais t'es malade, faut pas sortir ». Et donc, on a un contact régulier avec les compagnons parce que je pense qu'ils vivent une situation très compliquée eux aussi. Et puis, la troisième population, ce que l'on surveille particulièrement, c'est tout notre écosystème. Les petites structures, nos artisans, nos bureaux d'études extérieurs, puisque chez l'entreprise, nous on est dans des réseaux, on discute pas mal, on connaît les mesures, on a des renseignements, mais toutes les petites structures souffrent beaucoup plus que nous. Elles n'ont pas d'informations, celles qui ne sont pas dans les réseaux, et je crois que c'est vraiment important qu'on soit vigilant à notre écosystème, parce que quand ça va repartir, on aura besoin d'eux, voilà. C'est vraiment, mettons en place des sentinelles pour les petites structures qui ne sont pas dans nos réseaux, je pense.
Vous parlez du réseau, je sais que Betty Vergniaud me l'avait dit, le réseau c'est quelque chose d'important. C'est essentiel, le réseau, plus que jamais dans ce contexte si particulier. Le réseau, c'est vraiment important. On se rend compte que c'était important de le cultiver quand on allait bien, parce que maintenant, on ne le cultive pas, mais on en profite. Enfin, on est avec. Et alors moi, je suis dans plusieurs réseaux. Je suis comité opérationnel de dirigeant responsable de l'Ouest. On a un club au sein du CJD. On a plusieurs petits WhatsApp spécifiques, et on a l'occasion d'échanger les bonnes pratiques, de se donner des conseils, de se remonter le moral. Et en fait, c'est vraiment important. Et là encore, je reviens sur nos salariés qui ont besoin de contact aussi. C'est pour ça qu'on est là pour pour leur dire un peu la vision qu'on a. Et puis l'écosystème, les plus petites structures. Et vous vouliez aussi parler il y a une association dans laquelle vous êtes impliqué et qui vous tient à cœur, c'est 60 000 rebonds. Alors effectivement, parce que peut-être que quand on est chef d'entreprise, j'imagine que la situation étant tellement inédite, on n'est pas vraiment préparé à ce qui se passe. Donc 60 000 rebonds, ça peut intervenir aussi pour accompagner les chefs d'entreprise dans le moment? Oui, tout à fait. Alors 60 000 rebonds, c'est une association qui aide les entrepreneurs qui ont liquidé leur entreprise. On les aide à rebondir avec un coaching qui leur permet de prendre leur part de responsabilité, mais que leur part, et puis un parrain pour repartir sur un projet professionnel. Donc c'est effectivement une belle association. On est 300 à Nantes, 100 entrepreneurs en rebond. J'avais envie effectivement d'intervenir sur 3 sujets. D'abord, parlez-en autour de vous, parce que comme le disait très bien Vincent, je crains, et on est sensible à ça, qu'on ait un afflux de dépôts de bilan, et donc c'est important que les entrepreneurs sachent qu'il y a des associations qui sont là pour les aider. Donc on est là pour accueillir tous les entrepreneurs ayant liquidé leur entreprise. Second sujet, c'est qu'on va avoir un besoin de parrains et de coachs importants, puisque on a une centaine de parrains actuellement qui sont souvent des chefs d'entreprise, mais qui sont aussi du coup débordés de leur côté. Donc on a besoin de renfort, et puis on va avoir de nouveaux entrepreneurs ayant liquidé, donc on va avoir besoin de renfort. Donc venez rejoindre ça. Et puis surtout, le troisième message que je voulais faire passer, on s'est rendu compte qu'on a dans notre réseau 320 coachs, et on a envie d'aider tous les entrepreneurs qui se posent des questions face aux injonctions contradictoires qu'on a tous, qui sont pas bien, qui vivent mal cette situation. On leur offre 2 ou 3 séances de coaching gratuits en visio, pour aider chacun à faire un petit peu le point, et puis reconstruire un petit peu son avenir. Donc voilà, c'est un peu le message. N'hésitez pas à aller sur le site 60 000 rebonds et inscrivez-vous, et vous serez recontacté par un coach pour 3 séances de coaching. Merci Olivier Riom, merci à tous les 3 pour votre témoignage. Alors je vais sortir Jean-Loup Racine de sa concentration pour arriver à la question, à la partie des questions-réponses. J'ai vu passer pas mal de questions sur différents sujets. Donc peut-être Jean-Loup, je vous passe le relais pour cette partie. Merci Florence. Oui, alors on a 3 grands types de questions. Enfin, j'en ai mesuré 3. Une première qui va s'adresser, je pense, à Jean-François, et qui concerne le prêt, le PGE, la distribution, la compatibilité de distribution de dividendes quand on est en LBO notamment. Ça, c'est une première partie. Et puis une deuxième qui concerne les processus de validation aux AG. Alors, est-ce que Jean-François m'entend? Oui, Jean-François, j'étais déconnecté là, donc pardon, je prends la question en cours. Sur les questions de distribution de dividendes, c'est quelque chose de très récent. Oui. Alors, d'un point de vue général, en fait, c'est une communication du gouvernement de ce week-end, hein, donc on attend des précisions, mais il semble que l'on s'oriente vers une exclusion des bénéfices des aides octroyées aux entreprises lorsqu'il y aura eu distribution de dividendes. Aujourd'hui, ça n'est pas très précis. L'État a édicté une doctrine pour les entreprises, les sociétés dans lesquelles
l'État détient une participation directe. En revanche, pour toutes les autres, ce qui semble être décidé, en tout cas l'orientation, c'est de procéder par voie réglementaire. Donc, ça sera sans doute un décret pour indiquer que dès lors qu'il y a eu une distribution, il n'y aurait plus éligibilité aux aides et éventuellement restitution avec intérêt de retard. La précision sur la nature des aides n'est pas encore à ce stade apportée. On vise des aides fiscales et sociales. Les prêts spécifiques et octroyés par BPI ne sont pas à proprement parler des aides fiscales et sociales. On peut néanmoins craindre qu'un prêt qui a vocation à soutenir une trésorerie soit de toute façon fasse l'objet d'une instruction et que dans cette instruction, la question de la distribution de dividendes dans la période récente, et je pense que la période récente, on pourrait l'imaginer à ce stade, sera un point important. Et donc, le risque, c'est qu'une distribution aujourd'hui fasse échec. C'est un risque aujourd'hui qu'il faut souligner parce qu'il pourrait mettre en difficulté dès lors que les aides ont été octroyées, reçues et consommées. Et Jean-François, quid des entreprises voilà ce qu'on peut dire qui à ce sont stade. Vincent, tu peux éventuellement compléter? Il y avait une question dans la question qui concernait les entreprises en LBO. Oui, alors je peux compléter ce les entreprises en LBO. C'est-à-dire que les entreprises qui sont en LBO, effectivement, ont une contrainte quelque part liée à leur financement de reprise d'entreprise ou de reprise d'une société cible, de devoir rembourser une échéance annuelle donc, qui est prélevée quelque part sur le résultat que réalise l'entreprise. Et donc, en fait, la logique un peu du gouvernement qu'on devine, c'est la logique de responsabilisation des acteurs économiques en disant finalement, si l'entreprise a une capacité à distribuer 100 000, 500 000, 1 million d'euros, pourquoi pas, de dividendes, est-ce qu'elle n'est pas en capacité quelque part d'assumer seule le paiement de ses charges sociales, de ses charges fiscales? C'est vraiment l'interrogation que nous renvoie finalement notre ministre de l'économie. On manque à ce stade de précision, mais c'est vrai qu'on peut il faut que chaque entreprise s'interroge, c'est-à-dire qu'à partir du moment où elle a la capacité de rembourser une échéance de prêt de LBO importante, est-ce que c'est raisonnable de le faire alors même qu'elle vient solliciter des échelonnements de charges sociales, de charges fiscales? Si c'est structurel, c'est pas raisonnable de le faire et je veux dire, il faut garder cette trésorerie, même si c'est pas agréable d'engager cette discussion avec les banques, mais elles sont compréhensibles. Il y a des mesures qui existent pour ça, notamment pour discuter avec elles. Si c'est pas structurel et que c'est uniquement le temps de passer, la trésorerie va revenir pour certaines entreprises qui ont une bonne santé économique. Dans ce cas-là, effectivement, la dividende peut s'envisager si le plan de trésorerie permet de montrer que l'entreprise va retrouver sa trésorerie après. Quitte au besoin aller chercher une facilité de trésorerie auprès de sa banque. Ok. Une autre question, tant que vous avez le micro, Mathieu. Alors j'avais une question, c'est comment faire quand on n'a pas de numéro d'identification direct? Parce que la directe dit qu'elle n'a pas refusé le dossier, mais il y a pas mal de dossiers qui n'ont pas pu passer parce qu'elle n'avait pas le numéro d'identification. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a du temps pour se déclarer ou s'autodéclarer? Alors, je sais pas, j'ai pas été entendu, je pense. Si? Si, c'est pour moi, pour Mathieu? Oui, Mathieu, oui. Oui. Sur le numéro d'identification, alors nous, on n'a pas trop de retours d'entreprises qui auraient des problèmes au niveau de l'identification. C'est juste que le processus, c'est pour bénéficier de l'activité partielle, si j'ai bien compris la question. Oui. Ouais, effectivement, le processus est un peu complexe, mais normalement, on doit recevoir ces identifiants de connexion assez rapidement. A priori, à part relancer, il n'y a pas d'autres solutions concrètes et pratiques qu'on peut préconiser aujourd'hui sur cet aspect-là. D'accord. Puisque effectivement, le processus est en plusieurs phases. D'abord, on doit avoir les identifiants de connexion et ensuite faire une première demande, qui est une habilitation partielle, et ensuite faire la demande réelle, faite quasiment dans un troisième temps, auprès de l'administration, pour être autorisé à appliquer le dispositif d'activité partielle. Il y avait une question, Mathieu, au tout début d'intervention sur quand on est en égo de rupture conventionnelle. Est-ce qu'elles sont gelées au regard du chômage partiel? Question incroyable, je pense que c'est la question qui m'a été le plus posée depuis le début de la crise. En fait, on a un sujet aujourd'hui, c'est que la jurisprudence ne permet pas
qu'on ait un entretien par visioconférence ou par conférence téléphonique, puisque dans le cadre de la rupture conventionnelle, il faut un entretien, au moins un entretien, au cours duquel on va signer le formulaire CERFA de rupture conventionnelle. Donc effectivement, on a cette difficulté aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas dire à nos clients, si vous ne signez pas physiquement le formulaire de rupture conventionnelle, vous avez une garantie de la validité juridique de votre processus. Ce qui veut dire que nous, ce qu'on conseille à nos clients, c'est quand même d'essayer de faire un rendez-vous physique dès lors que les gestes barrières peuvent être respectés, en utilisant effectivement le formulaire prévu par le ministère de l'Intérieur. Mais c'est la seule solution, autrement, vous n'avez pas de garantie que la rupture conventionnelle ne puisse être remise en cause sur le plan juridique, puisqu'il faut un entretien physique. Ok. J'avais une question aussi sur le PGE. Si on ne se voit pas attribuer le PGE, est-ce qu'on peut avoir recours au médiateur du crédit? Alors, je peux prendre la parole sur le PGE. Effectivement, les banques sont attentives quelque part lorsqu'elles instruisent des dossiers avant d'en faire la demande de garantie auprès de BPI, à apprécier la situation de l'entreprise. Et j'ai déjà eu, moi, pour ma part, un client qui s'est vu refuser, dans un contexte un peu particulier, parce que c'est une entreprise en difficulté déjà, l'octroi d'un PGE. Donc là, on est en discussion qui s'ouvre sous l'égide d'un conciliateur pour essayer de trouver une solution différente. Mais malheureusement, les situations de cet ordre-là sont compliquées. Donc l'entreprise se retrouve du coup souvent contrainte à bloquer les paiements que j'ai pu évoquer tout à l'heure de charges sociales, de charges fiscales, mais aussi malheureusement à bloquer d'autres paiements, et notamment le crédit interentreprise, puisque son urgence vitale est de préserver sa trésorerie en attendant qu'il y ait un financement qui puisse se débloquer. D'accord. Ça reste normalement quand même des exceptions, hein, parce que nous avons eu plusieurs retours d'entreprises qui ont pu déjà mettre en place un PGE, ou en tout cas qui est en cours de mise en place, sans que la précarité de leur situation, puisqu'on a quand même plusieurs entreprises qui n'ont pas des résultats qui sont à 0, 0+, ne soit un motif de refus du PGE. D'accord. On n'a pas parlé des prêts atouts et rebonds. Est-ce qu'on peut en parler? Oui, alors je vais compléter. Le PGE aujourd'hui est un prêt qui est encadré effectivement, et qui est un prêt d'une crédit de trésorerie sur un an. Le taux n'est pas fixé, puisque c'est au terme de la durée de remboursement que le taux d'intérêt sera fixé. Ce qui peut être un petit peu une inconnue pour l'entreprise. Le prêt à tout, il vient lui en revanche s'inscrire en complément du prêt du PGE potentiellement, puisque c'est un crédit qui est à moyen terme, c'est à destination des PME et des ETI, qui a l'objectif de couvrir des besoins de trésorerie liés à la crise actuelle. Donc, ce n'est pas des besoins structurels, mais bien des besoins conjoncturels. Et c'est un prêt dont la durée peut être comprise en 3 et 5 ans, avec 6 à 12 mois de différé d'amortissement de capital, et donc qui est financé par BPI France directement. Pour le prêt rebond, c'est une déclinaison quelque part du prêt à tout, une déclinaison régionale du prêt à tout, puisque le prêt à tout est donc au niveau national. Le prêt rebond, c'est un prêt qui a été abondé par notamment la région des Pays de la Loire. Il est plus particulièrement destiné aux TPE et aux petites PME. Il est instruit par BPI France, et il présente comme caractéristique de pouvoir offrir un financement de 10 000 à 300 000 euros. Une durée de 7 ans, dont 2 ans de différé de remboursement en capital. Donc, c'est vraiment un bon mécanisme, parce que l'idée, c'est que l'entreprise soit en capacité rembourse lorsqu'elle aura retrouvé une meilleure rentabilité, et avec un taux d'intérêt qui est à 0. Ok. Et donc, ma dernière question, est-ce qu'on peut cumuler ces prêts? Oui, on peut cumuler les prêts. Maintenant, l'idée, c'est d'avoir un financement global, parce que finalement, le prêt à tout, l'intérêt, c'est qu'il vient s'inscrire dès le début sur une durée qui va être assez longue. Il va venir en complément quelque part du PGE. Et les entreprises vont majoritairement mettre en place des PGE. C'est les retours que j'ai eu déjà de la part de plusieurs conseillers bancaires. Et dans certains cas, il y a un prêt à tout qui va venir en plus, ou un prêt rebond qui va venir en complément. Très majoritairement, c'est des PGE qui vont être déployés des échanges que j'ai pu avoir avec de différentes banques. Merci beaucoup, j'en ai fini pour mes questions. Donc, tu as Anne-Sophie, j'imagine.
Merci à tous. Effectivement, on arrive au terme de cette séance de questions-réponses et on espère que ce moment vous aura éclairé face à cette situation inédite. Nous avons entendu beaucoup de messages essentiels lors de cette visioconférence et en conclusion, nous souhaitions, Jean-Loup, Olivier, Sébastien et moi-même, vous faire passer 2 messages principaux. Le premier, c'est que nous avons tous un rôle à jouer pour ne pas enrayer l'économie. Alors d'abord, en payant nos fournisseurs le plus rapidement possible, c'est ce qui leur permettra de payer les salaires de leurs collaborateurs et leurs propres fournisseurs. Cela signifie aussi payer nos charges comme le loyer, mais aussi comme l'URSSAF, parce que si la trésorerie de nos entreprises le permet, et notamment si nous bénéficions d'aides comme le PGE. Et on a aussi un rôle à jouer pour ne pas enrayer l'économie en travaillant autant que possible et en faisant fonctionner l'économie. Nous avons parlé des difficultés à réinventer des modes de management d'équipes éclatées par le télétravail, le chômage partiel, le travail sur site, etc. Et puis, il faut aussi qu'on garde en tête que ce qui n'a pas été possible en semaine 1, en semaine 2 et qui ne sera pas possible en semaine 3 pourra peut-être devenir vital en semaine 4. Donc, on reste sur les starting blocks. Et puis, ça, c'était le premier message. Le deuxième message, c'est que nous avons tous un rôle à jouer aussi pour ne pas enrayer le système de santé. Et donc, pour cela, il faut prendre soin de vous et prendre soin de vos collaborateurs en mettant en place avec fermeté des mesures de barrières essentielles. Et puis enfin, parce que le moral est essentiel dans cette période atypique et difficile, il faut garder le lien avec vos équipes qui comptent sur vous. On a vu des exemples avec chacun de nos boss présents autour de cette table. Et puis, on vous propose aussi de garder le lien ensemble. On a prévu probablement de renouveler cette initiative lorsque l'actualité s'y prêtera, probablement dans quelques jours. Et puis, on souhaite être présent plus spécifiquement pour les chefs d'entreprise qui en exprimeraient le besoin. Et pour cela, on propose, Boss to Boss, d'accorder 1 heure par dirigeant qui nous solliciterait, donc gratuitement par solidarité, sur des sujets stratégiques pour lesquels nous pensons pouvoir être utiles. Pour cela, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site boss2boss.net ou sur notre adresse mail contact@boss2boss.net. Enfin, parce que on voulait terminer par un immense merci à nos orateurs, donc à Betty Vergniaud, Thomas Mathieu, Olivier Riom, Vincent Goldy, Mathieu Hervé et Jean-François Yerle. Vous avez répondu présent spontanément et vos regards croisés ont été très éclairants. Merci à vous. Merci aussi à Florence Lenevé d'avoir répondu présent à nouveau pour cette seconde session. Merci à nos partenaires, Réseau Entreprendre, RENAPF, API Ouest France et AFI Connect Lifesize. Et merci à vous tous d'avoir été présents parmi nous aujourd'hui. Restons connectés.